Bertrand Descaillers, bonjour. Bonjour. Vous êtes un nom connu de la radio que vous avez quitté il y a 2 ans seulement et pour laquelle vous avez travaillé pendant 20 ans, mon Dieu, quand même. Oui. Et on vous retrouvait, je me souviens encore, donc les dimanches matins, la plupart du temps, pour une émission consacrée à la musique ancienne. Oui, musique ancienne et musique sacrée, disons, voilà. Vous êtes parti en 2016, mais peut-être pas, disons, dans les conditions que vous auriez choisies. Oui, j'ai été licencié, je ne suis pas parti de mon plein gré, j'ai été licencié pour des raisons économiques. On a toujours été très content de ce que je faisais, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit. J'ai été moi aussi relativement content, en tout cas j'ai eu des grands moments de bonheur dans ce métier, mais avec néanmoins quelques réserves par rapport, je dirais, à une forme d'intelligence et d'épanouissement culturel à propos desquels, je n'étais pas le seul d'ailleurs, on pouvait parfois se sentir un peu frustré. Mais alors quand même, je vous arrête, Espace 2, la musique sacrée, c'est le haut du panier. Je veux dire, s'il y a un domaine du média où la culture a le droit de s'exprimer pleinement et pour des produits de qualité, c'est là où c'est nulle part ailleurs. Alors, précisément, ça devrait l'être. Bon, effectivement, Espace 2 est une radio un peu confidentielle par rapport, je dirais, à la première et par rapport au domaine de l'information qui était privilégié quand même et qui le sont toujours sur à la SSR et d'une manière générale. Mais néanmoins, on avait quand même des pas des litiges, mais des conversations parfois animées avec la direction sur l'objet culturel. Je me souviens qu'une fois, j'avais dû en quelque sorte affirmer face à un directeur qui exigeait certains objets culturels contre d'autres, je dirais ça comme ça, j'avais dû lui dire mais nous n'avons pas à créer la culture, nous avons à la transmettre et à la rendre visible en quelque sorte comme média. Une radio n'est pas un organe culturel au sens strict, c'est précisément un média, c'est-à-dire un médiateur, quelqu'un qui transmet quelque chose. Or, on venait exiger une certaine censure par rapport à certains sujets, ou au contraire nous demander de parler de certains autres, et ça me chiffonnait quand même passablement à l'époque. J'imagine qu'au moment de votre engagement, vous avez connu une certaine liberté. Est-ce que vous pensez qu'avec le temps, cette liberté s'est réduite ? Oui, alors évidemment, non seulement j'ai connu une certaine liberté, mais c'était vraiment la grande liberté. Je pourrais vous raconter des anecdotes sur mes débuts à la radio où j'envisageais les choses avec beaucoup de naïveté. Et finalement, cette naïveté a été, favorable à ce qu'on peut appeler la création d'une manière générale, au fait de pouvoir mettre en perspective des objets culturels avec une approche personnalisée et par là même peut-être plus intéressante, avec plus de relief, etc. Et puis, peu à peu, au fil des années, et les anciens qui m'ont précédé ont vécu la même déception, je dirais, l'organe, entre guillemets, éditorial s'est renforcé à travers les instances de la direction qui, parfois, n'étaient pas toujours comprises par les gens qui faisaient la radio, et on a éprouvé un certain malaise. Je crois que ce malaise s'est renforcé au fil des années. Il est aujourd'hui certainement très, très présent, même sur une radio comme Espace 2, où l'enjeu idéologique n'est peut-être pas très important. Néanmoins, la présence du contrôle de ce qui se passe à l'antenne, d'un point de vue idéologique, je dirais pas du point de vue de la qualité, est parfois difficile à comprendre. Alors c'est ça que vous nous dites, c'est que finalement il y a un fossé entre l'administration et les gens qui font à proprement parler la radio, et qu'il y aurait un contrôle, un flicage, pour employer un terme courant, Oui. un flicage de tout ce qui passe à l'antenne dans le moindre détail. Oui, j'aurais des anecdotes à vous raconter. Je ne vais pas vous les raconter parce que je ne veux pas, encore une fois, livrer des secrets de famille, je dirais. Et ça n'est pas le propos, finalement. Mais il est vrai qu'on nous fait passer la RTS comme un média extrêmement libre, avec des intervenants qui ont une personnalité, etc. Ça l'était sans doute, ça l'était. Ça ne l'est plus. Je pense que ce n'est plus du tout le cas. Mais alors, qu'est-ce qui a changé, Bertrand Descaillers ? Alors, je pense qu'il y a une instance administrative qui s'est énormément renforcée, puisqu'on va parler prochainement, et c'est l'objet, je pense, de votre téléphone,
d'une votation qui remet en cause le nerf de la guerre, j'allais dire les ressources financières, il est évident qu'on a une administration qui s'est renforcée énormément, avec dans cette administration des gens qui n'ont pas forcément de compétences culturelles, humaines, philosophiques, j'allais dire même morales, entre guillemets, artistiques, je parle pour Espace 2, et qui ont malgré tout le pouvoir de décision. Et par là même, il faut justifier une prise de position, d'où le clivage qu'on a pu ressentir entre ce que l'on appelait nous l'antenne et la direction. Alors finalement, ce qu'on comprend, c'est que l'émetteur principal de la pensée culturelle dans ce pays s'est fait vampiriser par une équipe de fonctionnaires. Oui, c'est possible. Écoutez, les choses sont peut-être plus complexes, mais moi j'aime à dire que la RTS c'est un lobby avec tous ses avatars et on défend son bout de terrain et surtout on est accoquiné avec le monde du pouvoir. Et le monde du pouvoir lui-même est asservi d'une certaine manière au monde du journalisme, puisque c'est le journalisme, dit-on, qui garantit le bon fonctionnement de la démocratie, c'est-à-dire, pour dire les choses plus simplement, qui fait la publicité en termes de notoriété électorale, pour être très prosaïque. Il y a effectivement un vice de fonctionnement très grave là, c'est évident. Alors, vous présentez la radio-télévision suisse comme un lobby. Un lobby a des intérêts particuliers à défendre. Quels sont les intérêts de la RTS? Alors, les intérêts sont peut-être tout simplement sa propre existence. On le voit dans la votation à venir, on va trouver des justifications à sa propre existence, au fait que l'on dépense énormément d'argent. Nous, on le disait, quand j'y étais, on le disait avec un peu d'amusement, beaucoup de gens ici ont pour unique tâche de justifier leur propre emploi. Et ils s'y emploient très bien, mais enfin, ce n'est pas vraiment productif. Voilà, ça c'est un aspect des choses. Il peut y avoir aussi un aspect idéologique, mais néanmoins, je minimiserai cet aspect-là parce que je crois qu'il y a beaucoup de naïveté et qu'il y a très peu de malveillance. En tout cas, j'espère. Mais néanmoins, ça fonctionne très bien du point de vue idéologique, comme sur des roulettes. Mais voilà, hélas, il y a un déficit, je dirais, d'intellectuels et de penseurs dans le monde des médias qui est terrible. Donc, ça n'est pas, à mon avis, de ce point de vue-là qu'on tire les ficelles du jeu. Non, c'est bêtement, j'allais dire, alimentaire. Donc vous pensez que la RTS clientélise d'une certaine manière? Oui, tout à fait. Et on est dans l'autopromotion. Une chose que je n'aimais pas du tout d'ailleurs quand j'y étais, c'est-à-dire que on se valorise par l'objet que l'on présente à l'antenne. On s'auto-célèbre en permanence comme journaliste ou comme média, au lieu d'être précisément un passeur et une forme de transparence. Le média devrait être non pas un écran, c'est-à-dire qui s'interpose entre deux objets, mais une transparence, une manière de rendre visible à l'auditeur, au téléspectateur, le réel, le monde, la réalité. Il y a dans la manière de fonctionner des médias actuellement, d'une manière générale, une forme permanente d'autopromotion. Mais alors, parce que on voit bien, il y a des moyens, il y a une mission, il y a une vocation, il y a de l'argent, il y a quand même des compétences qui sont certainement très importantes. Il y a quand même une conjonction de moyens absolument faramineux. Qui font rêver. Voilà, qui ferait rêver beaucoup de médias, effectivement, à commencer par nous. Mais je veux dire, pourquoi ne pas prendre le parti d'essayer de faire quelque chose de bien? Est-ce qu'il y a un esprit dans la boîte, pour parler simplement, qui empêche? Est-ce que c'est finalement la conjuration des imbéciles? Je pense qu'effectivement, la plupart des gens que j'ai connus, parce que je vais parler de ceux que j'ai connus et j'ai pas connu tout le monde, évidemment, à la SSR et même à la RSR, je dirais. Mais dans le petit contexte d'Espace 2, il y a énormément de bonne volonté, de gens dévoués, voire passionnés, qui travaillent très honnêtement avec enthousiasme à transmettre la connaissance de certains objets culturels, etc., etc. Mais ces gens-là sont très vite limités dans leur enthousiasme par des contraintes souvent
incompréhensible de leur point de vue, et donc déçus, frustrés. Je pense qu'il y a effectivement une incompréhension entre les instances qui dirigent et les artisans du programme, ceux qui effectivement font la radio. Et c'est un réel problème. Je pense que si on avait un directeur qui, par exemple, a une émission, comme dans l'enseignement, on a des directeurs qui enseignent, on aurait une autre manière d'envisager la direction d'une chaîne de radio, par exemple. Est-ce que la culture est en laisse à la RTS? Vous savez, la culture, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'était l'éternel débat. J'avais tendance, quand j'y étais, à reprocher aux journalistes ou même aux producteurs, d'une manière générale, de ne parler que de ce dont tout le monde parle. Est-ce que c'est ça la culture? Et comme je vous disais tout à l'heure, comme on est dans une logique d'autopromotion, on a intérêt à ne parler que de ce dont tout le monde parle. Et le grand déficit de cette mentalité, c'est l'intelligence, c'est, j'allais même dire le cœur, c'est une forme d'humanisme. Alors ça, c'est le nœud du problème à mon sens. Les médias sont dans une logique qui va à l'envers de l'humanisme. Ils sont dans une logique qui déshumanise. On peut prendre le cas, par exemple, du débat politique, qui est un cas peut-être un peu facile, mais c'est vrai que le débat politique est essentiellement axé autour de visions partisanes et du show, du spectacle. Il faut faire des interviews où votre intervenant est déstabilisé, il faut lui couper la parole, il faut donner l'impression qu'il est en difficulté. Vous savez, c'est un peu comme les courses de voiture. Ce qui est intéressant, c'est l'accident. Bien sûr, en fait, que ce ne soit pas trop grave, mais enfin, vous voyez tourner les voitures autour du circuit, au bout d'un moment, c'est fatigant s'il n'y a pas d'accident. On est dans cette logique un tout petit peu dans les médias aujourd'hui, où il faut déstabiliser son intervenant, et alors c'est intéressant. Petite anecdote pour vous dire que je parle de choses vécues, disons. On m'a eu reproché dans mes interviews dans Passé Composé d'être trop gentil avec mes intervenants, d'être trop à l'écoute. Voilà. Pourquoi? Parce que j'avais une vision simplement, j'allais dire, humaniste de la relation à un artiste, et non pas spectaculaire. Il faut que l'on s'éclate, entre guillemets, en écoutant cette interview. Non, il faut qu'on aille vers l'objet culturel qui est servi, présenté, magnifié par cet artiste qui est invité dans telle émission. Ce sont deux visions diamétralement opposées. Pensez que le spectacle a mangé l'intelligence. Oui, et avec le spectacle émotionnel a mangé le rationnel. Alors, quand on nous dit la radio est capitale pour défendre la démocratie, de ce point de vue, je dis non, c'est le contraire. C'est le contraire. La radio est une menace pour la démocratie. Je dirais les médias sont des menaces pour la démocratie. Pourquoi? Parce qu'à force de cultiver le passionnel, vous cultivez la mésentente entre les gens. Vous cultivez des prises de position qui sont violentes, qui sont passionnées, qui sont déraisonnées et déraisonnables. Et du coup, oui, vous faites du spectacle, mais vous n'allez pas dans le sens de la cohésion civique, nationale, ou voilà. Alors à ce titre-là, je récuserai la qualité de service public à la RTS telle qu'elle exerce son savoir-faire actuellement. Bon, là, vous nous décrivez en quelques mots, et assez bien, je dois dire, l'enfer de la pensée unique par le nivellement par le bas. Alors, oui, tout ça se comprend si nous sommes confrontés, si vous voulez, à une entreprise, à un groupe d'hommes qui a une idée très claire de ce qu'il cherche à faire de la société et qui a les moyens de la changer. Est-ce qu'on est maintenant dans cette perspective où nous avons une ESSR avec tous ses moyens, avec toutes ses chaînes, qui a décidé d'obtenir quelque chose de la démocratie? Je crois que c'est encore plus pervers que cela. Plus pervers et plus bon enfant, si j'ose dire. Mais c'est parce que c'est bon enfant que c'est pervers. Je ne pense pas qu'il y ait une conscience de tout cela. Je ne pense pas qu'il y ait... S'il y avait une conscience, à la rigueur, il y aurait peut-être la possibilité de remédier à ce travers. Je pense que c'est un mouvement qui va de soi.
Il y a une culture des médias aujourd'hui, si j'ose utiliser ce terme, qui fait que les médias ne peuvent pas s'exercer autrement que dans le spectacle, dans le passionnel, et voilà, très loin, je dirais, des chemins de la culture universitaire, par exemple, très loin des chemins d'une réalisation artistique qui est peu spectaculaire, par exemple. Ces gens-là, on n'en parlera jamais à la radio ou à la télévision. Et j'étais bien placé pour le savoir avec le domaine de la musique ancienne, qui est un domaine qui est une réserve dans la réserve de la musique classique, si j'ose dire. Mais oui, non, je pense pas qu'il y a du complot ou de la malveillance. Peut-être certaines, comment dit-on, minorités agissantes sont là derrière. Ça, c'est tout à fait probable. Mais je pense que la majeure partie des gens qui travaillent à la SSR sont des gens tout à fait de bonne volonté, mais qui sont victimes d'une espèce de mouvement auquel il n'y a pas d'alternative possible. Voilà. Ce que vous dites, c'est que maintenant, finalement, les médias de la SSR sont devenus l'outil principal qui nous préserve, qui nous protège de la culture et de la diversité. Oui, hélas, oui. Et de l'humain, je dirais aussi. C'est très grave. On peut prendre énormément d'exemples, hein, ils sont là. Un trait pour évoquer de manière plus précise ce que vous dites. On demande aujourd'hui, d'une manière générale, aux médias d'attester de notre relation au réel. Tant que le réel n'a pas été médiatisé, on a tous fait cette expérience de vivre des événements culturels ou autres qui sont relatés par le journal ou par la radio ou par la télévision. Souvent, quand on est soi-même acteur, on est impressionné déjà par la distance de l'image produite par les médias d'avec celle que l'on a dans le contact du fait réel. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que précisément, on a une mentalité aujourd'hui où si le réel n'a pas passé par les médias, il n'est pas considéré comme réel. Et ça, d'un point de vue philosophique, c'est extrêmement grave. Ça veut dire, et ça rejoint le déshumanisme que je disais tout à l'heure, ça veut dire que l'être humain aujourd'hui n'est plus capable d'avoir de relations au monde sans passer par les médias. Et quand les médias sont là, il y a une sorte, j'allais dire, de mystification, de canonisation, j'utilise des termes religieux avec, comment dire, malice, mais il y a une canonisation du fait par le fait que le média l'a attesté. Et remarquez, les médias ont beaucoup plus d'autorité, au sens propre du terme, que le pouvoir, que les gens de pouvoir, que l'autorité en elle-même. C'est un fait assez effrayant, dans le fond. C'est un danger, ça Comment ? C'est un danger, ça, pour la démocratie, selon vous ? Oui, certainement, parce que à partir du moment où nous n'avons plus de relation au réel, eh bien, c'est le média qui s'y substitue et qui peut, comme je le disais tout à l'heure à propos de l'objet culturel, inventer le réel. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui des fake news et tout ça. C'est un phénomène tout à fait réel, si j'ose dire. Mais alors, on va dénoncer certains travers, mais je crois que le travers général des médias, c'est la fuite du réel et la reconstruction d'un monde parallèle à la mesure de notre attente. Voilà. Et le spectateur, l'auditeur est tributaire de ce monde-là qui ne correspond pas à sa réalité. Je vais vous raconter une petite anecdote qui est tout à fait amusante. Un jour, j'étais en fin d'émission, ou plutôt au début d'une heure d'une émission, donc on sortait du journal et en principe, il y avait la météo à la fin du journal qui nous vient d'un autre studio, donc je n'avais pas le journaliste météo en face de moi. On travaille à l'aveugle, mais avec les oreilles. Et au moment d'entendre la météo, il n'y a pas de journaliste, donc la connexion n'avait pas été faite et silence. Moi, j'étais pas tout à fait prêt avec mes disques et avec mon texte et avec mon jingle. Enfin, je m'attendais à ce qu'il y ait une météo, donc j'étais un peu pris de court. Et à ce moment-là, il fallait que je dise quelque chose au micro. Et il m'est venu cette intuition de dire, eh bien voilà, nous sommes privés de météo. Vous savez ce que vous allez faire. Vous allez ouvrir la fenêtre et regarder le temps qu'il fait. Et finalement, cette petite anecdote est assez révélatrice de notre relation aux médias. On n'ose plus ouvrir
On n'ose plus ouvrir la fenêtre, on n'ose plus ouvrir les yeux, on n'ose plus ouvrir les oreilles. On attend que les médias nous autorisent, nous donnent l'autorisation de le faire. C'est, à mon avis, un drame. Alors moi, je dirais, dans cette perspective, il y a plein de raisons, parfois plus ou moins heureuses, mais dans cette perspective, la votation à propos de Nobilag est une chance de démystifier les médias, de les remettre un peu à leur place. Il faudrait saisir cette chance. Voilà. Est-ce que vous pensez que le peuple suisse est dépendant et que c'est une occasion de se sevrer? Oui, je pense que on parle, vous savez, c'est pas non seulement d'un point de vue politique ou je dirais humain, mais on peut parler d'un point de vue médical. On parle d'addiction. Addiction bien sûr à la tablette, au smartphone, mais à la télé, à la radio, au journal. Notre relation aux médias est maladive. Elle est véritablement de l'ordre d'une dépendance et donc c'est tout le contraire d'une ouverture vers la liberté. Par là même, l'exercice serein de la démocratie est menacé. Alors on croit deviner, disons, votre opinion favorable à l'initiative qui se prépare, mais est-ce qu'on pourrait pas vous rétorquer que c'est une façon un petit peu directe de cracher dans la soupe, vous qui avez pu profiter des plus belles années de la vie de la radio? Tout à fait. Et je ne pense pas cracher dans la soupe dans la mesure où, comme je vous le disais tout à l'heure, quand j'y étais, je tenais ce même discours déjà. Je pense que le service public est une chose magnifique et qu'il faut que la RSR en soit digne. Il faut qu'elle soit un service. Et ça n'est pas gagné. Il suffit pas de toucher, j'allais dire, les indemnités de la Confédération pour avoir la qualité d'un service public. Il faut encore servir. Il faut être au service et non pas à servir. Pas reprendre ce qui a été dit, mais enfin voilà. Je pense non que il faut reconstruire une forme de médias qui soit véritablement respectueuse de l'auditeur et de l'humain, je dirais d'une manière générale, de l'humain, de l'intelligence, au service de l'intelligence, au service de la connaissance, respectueuse de la matière que l'on reflète à travers un média. Ne pas couper comme ça nous plaît, ne pas mettre en scène le réel comme ça nous plaît ou comme ça nous avantage. Enfin, il y a toute une déontologie des médias qu'il faudrait réapprendre, mais je pense qu'en amont de cette déontologie, c'est tout simplement un humanisme à redécouvrir. Un sens humain où la raison, modère les passions, où le cœur est capable d'une forme d'ouverture vers l'altérité, où une forme de spiritualité est capable de tempérer les élans matérialistes ou pulsionnels. Enfin voilà, c'est un humanisme à reconstruire. Les médias auraient sans doute un rôle à jouer là-dedans, mais en amont de leurs moyens, l'humanisme lui-même est déficient à travers les acteurs qui agissent dans les médias. Vous voyez, c'est une remise en cause un peu finalement de toute notre société à travers cette question. Mais vous voyez, moi-même, quand j'ai été engagé sur Espace 2, je l'ai été en raison de compétences culturelles et non pas comme journaliste ou comme... Je l'ai toujours dit à mes directeurs, je dis, moi, la radio ne m'intéresse pas en tant que telle. Un musicien ne peut pas se passionner pour le solfège. Pour moi, la radio, c'est le moyen, c'est le solfège. Ce qui me passionne, moi, c'est la musique. Et donc, c'est l'humain. Il faudrait que les journalistes soient passionnés par l'humain, non seulement passionnés, mais respectueux de cet humain. C'est peut-être la clé qui permettrait de reconstruire un monde médiatique qui soit véritablement un service public. Mais est-ce que la situation actuelle, le monopole fédéral, tout cet argent, tout ce pouvoir, est-ce que la SSR a les ressources? Est-ce que la radio suisse romande, la télévision suisse romande a les ressources humaines, intellectuelles, pour refaire à l'envers ce chemin vers le réel? Je pense que nous avons affaire à un corps mort de ce point de vue-là. Et je pense que il est peut-être encore tiède, c'est pas tout à fait froid. Et donc un électrochoc peut être salutaire. Mais néanmoins, il est vrai que c'est une remise en cause non seulement des ressources financières, et vous l'avez fort bien dit, c'est une remise en cause des ressources humaines, des ressources intellectuelles. Et à ce niveau-là, oui, c'est une remise en cause globale
du fonctionnement de la RSR ou de la SSR, je dirais. Et il faudrait, moi je le disais toujours quand j'étais sur Espace 2, il faudrait solliciter beaucoup plus les instances universitaires qui vivent, elles, en vase clos de leur côté, qui ont souvent des gens extrêmement passionnants, mais qui donnent des cours pour 7 étudiants. Et voilà, pourquoi le monde des médias ne sollicite pas plus le monde académique pour nourrir ses propres programmes? Peut-être parce que effectivement, les gens qui tiennent aujourd'hui les manettes de la SSR sont des gens qui ne sont pas dans cette logique culturelle, effectivement. Bertrand Descaillés, je vous remercie. Merci à vous.